Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de la bigorexie. Je suis Nadjak de Plus Jamais Faible et je suis avec Gianni de Train to Summit. Est-ce que tu sais ce que c'est la bigorexie ou pas? Je pense qu'il y a... Bien sûr que je sais ce que c'est. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que savent pas ce que c'est. Oui, vraiment. Et en même temps, je me dis, il y a peut-être aussi pas mal de gens qui savent ce que c'est parce qu'on en entend de plus en plus parler ces derniers temps. Et je pense que c'est pas mal qu'on en parle parce que ça va un peu faire la continuité avec le podcast d'avant où on a un peu parlé de santé. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté ou regardé, va le faire parce que déjà on est toujours dans un cadre qui est assez stylé et puis parce que je pense qu'on parle de choses assez intéressantes. Puis il y aura toujours des domaines et des sujets et des connaissances qui seront transversales à tous les podcasts. Donc des fois, un podcast peut éclairer un autre. Donc, voilà. Exactement. Et puis en fait, voilà, n'hésite pas à donner ton avis parce que nous, ça peut nous aider à avancer, à alimenter nos réflexions. Voilà, ça fait partie du processus. Exactement. On démarre avec une petite définition. Allez, tu veux que j'attaque, ouais? Allez, vas-y. Petite définition de la bigorexie, même si le mot big, ça ne veut pas pour les gros, déjà. D'ailleurs, tu sais que ça vient un peu de ça, là. J'avais regardé, le big, ça venait du mot anglais big. Et l'autre partie, je ne me souviens pas. Anorexie. Parce que c'était pas important. C'est pas important. Allez, bref, définition de bigorexie, donc déjà, addiction au sport. Voilà, donc déjà c'est une maladie. C'est reconnu comme tel depuis l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2011. Donc, en gros, c'est une addiction comportementale, une addiction à l'activité physique et à l'effort. Qui dit addiction, on l'a défini dans le podcast précédent, mais une addiction, ça a forcément des conséquences qui sont délétères en fait. Selon la définition qu'on a donnée, et la définition était tirée du site du gouvernement, bref, sur les addictions. Donc en gros, ça veut dire que quand tu es atteint de bigorexie, déjà le sport, c'est plus un plaisir, mais c'est un besoin en gros, un besoin qui va te faire souffrir, quoi. Voilà, qui est néfaste pour ta santé. Exactement. Donc, ce qui caractérise un peu la bigorexie, c'est le fait de vouloir toujours rechercher la performance et puis du coup de tirer un peu sur la corde de la santé. Tu retrouves aussi de l'isolement social. Tu as aussi, j'aime bien, j'ai trouvé ça et je trouve ça assez flou comme notion, mais c'est la perte de contrôle et la répétition obsessionnelle de certains gestes, tu vois. Bon, bref, voilà. Et puis, genre, tu fais 100 squats dans la journée, quoi. Voilà, donc je pense que je suis atteint de bigorexie parce qu'en ce moment, dès que je passe sous ma barre de traction, je fais des tractions. Putain, mec, fais attention. Et puis après, tu as tout ce qui va être trouble du comportement et puis du sommeil. Donc déjà, dans la bigorexie, il y a la dimension physique, mais il y a aussi la dimension psychique et puis les répercussions que ça peut avoir sur tout le côté social en fait. Donc, qui sont les personnes à risque? Les sportifs, du coup. Tu peux pas être bigorexique si tu fais pas de sport déjà. Voilà, donc déjà, je pense que c'est important de le dire. Déjà, juste, je tiens à dire que toutes les infos qu'on donne là, c'est les infos qu'on a prises donc, sur Internet. Et on a vraiment cherché les premières infos que tu peux trouver sur Internet parce que en fait, c'est ce que 90% des gens vont trouver. Donc après, on a alimenté avec des recherches un peu plus poussées qu'on peut trouver dans la littérature scientifique, tout ça. Mais voilà, on essaie de donner des infos qui sont ultra accessibles. Tu allais dire quelque chose? Non, je vais juste dire que oui, c'est par rapport à ce que j'ai dit avant, que qui sont les personnes touchées par la bigorexie, enfin les personnes à risque, c'est les sportifs, mais dans la définition, c'est
ceux qui pratiquent plus de 10 heures de sport par semaine. Ouais, C'est-à-dire tous les sportifs. non, peut-être pas, mais ils disent nous sommes bigorexiques. Ouais, ils disent ceux qui font plusieurs heures de sport par jour et aussi ceux qui font plus de 10 heures de sport par semaine. Alors déjà, c'est marrant parce qu'on en a parlé dans le podcast d'avant. Je pense qu'on s'entraîne largement plus de 10 heures par semaine. Ouais. Étant donné qu'on s'entraîne quasiment tous les jours. Moi, 6 jours par semaine. Toi en gros, c'est entre 6 et 7, je pense. Ouais, entre 5 et 7 jours par semaine. Entre ça 5 dépend et des 7, périodes, voilà. mais- Donc au final, je pense qu'on y est Ouais. assez plus de 10 heures Moi, de je sport calcule par en volume semaine. horaire très concrètement. Semaine basse, je suis à 8 heures et semaine haute, je peux monter jusqu'à 17, 18 heures. Donc, Je suis bigorexique. bah voilà, fin du podcast. Voilà, ciao. Donc déjà pour moi, selon ce critère-là, ça voudrait dire déjà que tous les sportifs de haut niveau sont atteints de bigorexie. Sans exception, parce qu'un sportif de haut niveau ne s'entraîne moins de 10 heures. Hein. Voilà, sportif de haut niveau. Et puis si tu vas même dans le sportif pro, bah eux, ça veut dire que c'est encore pire. Dans Ouais. pro, j'entends qui gagne sa vie grâce à son sport. Parce que oui, tu peux être dans le haut niveau, mais pas être pro. Merci le système sportif français. Bref, Ouais. petit aparté. Mais parce que oui, quand tu fais du haut niveau, tu t'entraînes souvent plusieurs fois par jour. Et puis, ouais, Et et quand tu es pro, surtout c'est ton taf. ouais, C'est ton taf. ta donc... vie en dépend un peu de tes performances. Exactement, ta Et vie. de tes entraînements. Ouais, du c'est coup. ça, c'est exactement ça. Ta vie dépend de tes performances. C'est un métier. C'est un métier. Donc en gros, si on extrapole la bigorexie sur le travail, tu travailles plus de 10 heures par semaine, donc tu serais bigorexique du travail. En fait, c'est ça. Ouais, c'est une addiction au travail. Non, Voilà. non, mais voilà, en gros ce qu'on veut dire un peu, c'est que dans les définitions de la bigorexie, je pense qu'il y a des choses qui sont vraies. L'addiction au sport, ça existe vraiment. Oui. Je pense juste qu'il y a des choses qui sont pas justes, quoi. C'est pas parce que tu t'entraînes 10 heures dans une semaine que tu es atteint de bigorexie. Et on l'a dit dans le podcast précédent, c'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours que tu es sportif de haut niveau non plus. Okay, Ouais. on a parlé déjà des bienfaits de l'activité physique sur le côté cardiovasculaire, sur le côté musculaire. Donc on va pas le réexpliquer. Mais Je trouve que 10 heures, c'est c'est léger en fait. ouais, tu vois ce c'est que je veux dire? léger. C'est que c'est pas parce que tu as dit. C'est une fourchette basse même. je trouve. Puis au final, c'est pas le seul critère et c'est pas le seul critère donné par la définition non plus. Mais c'est quand même un des critères principaux. Et quand tu écoutes les médias, tout ça, la première chose qu'ils disent, c'est ça en fait. C'est tu fais 10 heures par semaine, ah bah t'es atteint de bigorexie, fais attention. Ouais, et puis au-delà de ça, on a parlé des sportifs de haut niveau, mais si on va pas jusqu'aux sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, on s'arrête aux sportifs de bon niveau, quelqu'un qui veut être performant pour soi-même. Ouais. À un bon niveau, hein, il s'entraîne tout de suite plus que 10 heures par semaine, hein, tout de suite. Ah bah oui. 10 heures par semaine, si on fait tout simplement le calcul, ça fait à peu près 1h30 par jour. Ouais, c'est ça. Si tu t'entraînes 7 jours sur 7, allez, presque 1h45, 2 heures par jour si tu t'entraînes 6 jours sur 7. C'est simple à atteindre pour quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par jour intelligemment, ou voire même 1 fois par jour, et qui fait les choses correctement avec par exemple un bon échauffement, un bon retour au calme. Bref, c'est très très facile d'accès si tu as du temps, que tu es passionné et que tu as des objectifs concrets niveau sportif. Et au final, même pour des objectifs de santé, tu pourrais être à des doses aussi élevées en fait. Ouais. Tu pourrais être Totalement. à des doses aussi élevées. Donc, quand je parle de santé, ça peut être santé physique, mais même aussi santé mentale. Tu vois, t'aimes sortir le dimanche, faire une rando avec tes potes pour le côté social, convivial, et tu préfères faire ça plutôt que de fumer une clope ou boire un coup. Bref, Non, mais si tu as vu le podcast d'avant, tu sais pourquoi on dit au-delà ça. de ça, moi qui travaille principalement avec les sports d'endurance, avec les sportifs d'endurance, pardon, 10 heures, c'est vraiment la fourchette basse, quoi. Mais parce qu'en plus de ça, pour être performant en endurance, je ne suis pas spécialiste de l'endurance, mais je sais qu'il faut un gros volume. Il quoi. faut un volume. Non mais regarde, on prend un exemple concret, un mec qui veut faire un 100 bornes en trail ou un gars qui s'inscrit à une course de vélo par étape, il va faire automatiquement des épreuves de plus que 10 heures, c'est Bah ouais. sûr. Et tu dois te préparer à Tu ça. dois te préparer à ça. Tu peux pas ne pas t'entraîner 10 heures et te dire je me fais sur un 100 bornes. Je pars sur bah un 100 ouais, c'est bornes ça. et je m'entraîne moins de 10 heures par semaine. Alors que ton épreuve en elle-même va durer plus que 10 heures.
Donc, dans les sports d'endurance, c'est énorme de dire que tu serais bigorexique à partir de 10 heures d'entraînement parce que c'est vraiment la fourchette basse, quoi. La fourchette basse. C'est ça. Même un gars qui s'entraîne pour un marathon en 3 heures, il va faire du 5, 8, 10 heures d'entraînement dans sa semaine pour être prêt à son marathon. Donc voilà. Alors c'est pas les 10 heures par semaine, c'est pas le seul critère. Il y a aussi tout le côté un peu comportemental. Et justement, dans les définitions, il parle d'anorexie comportementale ou d'anorexie inversée. Donc en gros, l'idée c'est de jouer sur ton alimentation pour prendre de la masse et puis ou pour maintenir ton poids ou alors vouloir à tout prix manger des aliments sains. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, quoi de plus normal quoi de plus normal? Je me suis dit, non mais en fait, c'est encore heureux que tu fasses attention à ton alimentation si tu veux être en bonne santé et si tu veux être performant dans ton quotidien ou performant dans un sport, tu vois. Donc là, je me suis dit, là, ça pour le coup, pour moi, c'est un truc qui est trop gros dans la définition. Ouais. C'est que, en fait, aujourd'hui, c'est tellement banal de manger de la merde, de manger des produits transformés. Ouais. Il y a beau avoir tous les spots un peu publicitaires, là, manger, bouger, là, tu sais, qui te disent manger 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Bon, le truc, c'est que c'est les mêmes depuis 10 ans. Depuis 10 ans, peut-être même plus. Depuis combien d'années, quoi. Et puis que, en fait, ça change pas, quoi. Et que j'ai pas les chiffres, mais je sais que par rapport, tu vois, à l'obésité, la malbouffe, tout ça, c'est que des stats qui augmentent, en fait. Sur les causes de mortalité, tout ça, pareil. Et on est en France. Et on est en France. Et ouais, en France, au final, on n'est pas le pire des pays. On est loin. Je pense qu'on est même un des meilleurs, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu fais attention à ton alimentation, t'es vu comme un ovni. Et c'est même pas que l'alimentation. Si tu fais attention aussi à ton activité physique, à ton sommeil, que tu fumes pas, que tu bois pas, t'es même d'un autre univers. D'un autre univers, clairement. C'est simple parce que déjà, il y a des moments où si tu fais attention à ton alimentation, ça peut impacter ta vie sociale. C'est-à-dire dire non parce que j'ai pas envie de venir manger avec vous dans un fast-food. Fast-food, par exemple, ouais. Tu peux perdre des amis pour ça, quoi, maintenant. Ouais, c'est ça. L'amitié, je pense, va au-delà de la nutrition ou de juste des pensées ou des convictions que la personne a. Donc voilà, c'est triste d'en arriver jusque-là pour une simple nutrition à laquelle tu t'intéresses, quoi, à laquelle tu fais attention à ta santé, donc à ta nutrition, à ton sommeil, à tout ce qui entoure la santé. Les piliers de la santé qu'on a cités dans le podcast sur la santé. Mais moi, il y a un point qui m'a encore plus marqué, c'est de dire que la bigorexie, ça a aussi des impacts parce que tu modifies ton mode de vie. Ouais, c'est là où j'allais en venir, ouais. Tu modifies ton mode de vie, certes, mais si tu modifies ton mode de vie pour prendre soin de quelque chose, en l'occurrence ta santé, ou ta performance, dès qu'il y a une modification, en fait, c'est juste qu'il y a un changement. Donc dans la vie, elle est faite de changements. Ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire, la vie, c'est un changement. Oui, c'est constamment de se remettre en question pour voir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. C'est un remodelage perpétuel. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je vois pas ce qu'il y a de mal, en fait. Je vois pas ce qu'il y a de mal si, entre guillemets, tu modifies une partie de ta vie pour prendre soin de ta santé. C'est pas dérangeant. Alors oui, si du jour au lendemain, tu modifies toute ta vie pour le sport et que tu es passé de 0 à 10 heures par semaine, peut-être là, il y a des choses à se dire, à pas aller dans les extrêmes. Exactement. Mais si tu essayes de mettre des choses en œuvre pour prendre soin de ta santé, donc ça passe par la modification de certaines habitudes, la modification de son alimentation, prendre en compte son sommeil, faire de l'activité physique quotidienne et la faire intelligemment, essayer de sortir d'un mode de vie sédentaire. En fait, tout ce que je viens de citer, il n'y a aucune chose qui est délétère, aucune chose qui va impacter ta santé de manière négative. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal dans modifier son mode de vie? Je vois pas trop. Donc, tu vois, tu disais modifier son mode de vie du jour au lendemain, c'est pas forcément une bonne chose. Et en vrai, je suis d'accord, mais en fait, c'est même plus nuancé que ça. C'est que je ne sais pas si tu as déjà lu le livre L'effet cumulé, où en gros ça parle du pouvoir des habitudes. Lisez-le parce que c'est
c'est des choses ultra simples, mais pour moi, ça a été révélateur. C'est mon mentor Saverio qui m'a dit de le lire. Mais où en gros, c'est ce qui te dit, de ne pas changer tes habitudes du jour au lendemain et qu'il faut les changer petit à petit et que ça a vraiment un pouvoir très fort sur le long terme. Mais il y a quand même des gens qui sont pas capables de faire ça de manière progressive. Ils ont besoin de changer du tout au tout du jour au lendemain. Donc, je pense que ce n'est pas forcément mauvais. Voilà, chacun fonctionne différemment. Si toi, du jour au lendemain, tu as envie de changer tes habitudes, fais-le. Dans le cadre de l'activité physique, si tu te mets à faire du sport, respecte quand même la surcharge. La surcharge progressive. Voilà, parce que ça, c'est un changement qui, si tu le fais du jour au lendemain, va te blesser à coup sûr. Du coup, c'est néfaste pour ta santé. À coup sûr. Et ta santé physique comme mentale, hein, parce que voilà. je sais que quand tu es blessé, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours Mais du facile. coup, là où je veux en venir, c'est qu'il y a une question de dose et c'est comme tout, la dose fait le poison. Donc, dire que la dose pour être atteint de bigorexie, qui est, je le rappelle, une maladie, selon l'OMS, je pense que 10 heures, on est loin de la dose réelle, tu vois, oui. pour être atteint de cette addiction. Ouais, ils auraient mis la barre à 20, 30 heures, tu sais, quelqu'un qui s'acharne vraiment au sport sans être performant. Là, peut-être que dans la définition, ça prendrait un peu plus de sens parce que certes, passer 20-30 heures quand tu passes autant de temps au sport que peut-être à ton boulot, parce qu'en France, on est à 35 heures par semaine. Hein. Donc, ouais, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut commencer à être néfaste parce que peut-être que tu te renfermes là-dedans. Mais si, y a aussi tout le reste, tout le côté comportemental qui peut aller avec. Voilà. Mais je pense que même ces changements comportementaux, ils sont nuancés. C'est pas noir ou blanc, et c'est pas parce que du jour au lendemain tu modifies ton comportement alimentaire que forcément tu es dans une dérive, tu vois. Donc moi je trouve au final que dans cette définition, il y a un côté qui est ultra nocebo. Ouais, nocebo et puis réducteur de fou. Ouais, c'est vrai. De fou. En fait, la barre est placée tellement basse. Exact. Ouais, c'est ça en fait. Que, en gros, limite, tu laisses pas la place à l'excellence et au travail, quoi. En fait c'est simple. C'est que toi et moi, on est malades. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et en fait, je connais énormément de monde malade alors. À partir de ce moment-là, on te dit que tu es malade, il y a quand même un impact social et psychologique. Putain, je suis malade, j'ai un problème en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est que. Enfin, c'est là où pour moi c'est un discours nocebo, c'est qu'en fait on est malade. Alors que je pense qu'on est très loin d'être dans des doses qui sont délétères pour notre santé. Et je pense qu'on fait même. Aujourd'hui, je pense qu'on fait même plus on fait du sport pour notre santé et puis quand même un peu pour le côté performance. Ouais. Moi, j'ai pas honte de dire que je le fais carrément plus pour un côté performance que santé. Ouais, un peu. Parce que je pense que la santé en suivra si je le fais pas d'une manière débile. Mais tu le fais pour le côté performance à ton niveau. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas dans le haut niveau et tu n'es pas sportif professionnel. Je serais pas avec toi. T'es préparateur physique, donc t'es pro dans le milieu du sport. Voilà, exactement. Mais je pense que on est loin de ça. En fait, la performance au service de sa santé. Parce que c'est des exemples simples, mais moi, quand je vois que tu déménages et que tu as des personnes de ton entourage qui montent des escaliers pour monter de l'immeuble, ils sont essoufflés, et que toi, tu as porté la moitié des sacs, tu arrives en haut, tu n'es pas essoufflé, c'est une fierté, quoi. C'est de la performance. C'est une performance au niveau quotidien. Ouais, en fait, ça veut dire être performant dans sa vie. En fait, c'est un peu. D'ailleurs, c'est carrément mon message, hein, être performant dans son quotidien. Ouais. Mais c'est pour dire aussi que être performant dans son quotidien, c'est pas juste aller performer quand tu vas aller faire ton trail, c'est pas performer pour lifter une barre. Et ça peut être juste ça en fait. Ça et peut même être... si on extrapole sur du coup le côté sportif, tu peux être performant dans ton trail. Imaginons, moi, je fais un trail la même distance que toi en 2 heures et que toi, tu mets 1h30. Si toi tu progresses de 1h30 à 1h28 et que moi je progresse de 2h à 1h45, je suis moins performant que toi, mais je suis plus performant que moi avant. Donc en fait, c'est juste. Ouais, c'est ça. Il faut voir à quoi tu te compares. Exactement. Il faut voir la performance selon ses capacités et selon son évolution personnelle. Ça veut dire que
je pense que fondamentalement, il faut se comparer à soi-même. De fou. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Et ça, peut-être qu'on dérive un peu du sujet, mais tu sais, avec ces histoires de faire des compétitions pour les enfants sans médaille. Pour moi, c'est une erreur, c'est une connerie. Parce qu'au final, aujourd'hui, on ne veut pas que les gens se comparent entre eux. Et en fait, pour moi, la comparaison, elle n'a rien de négatif. Pour moi, la comparaison, elle est vecteur de progression. Et ce qui est malsain, en fait, c'est pas la comparaison elle-même, c'est la relation que tu peux entretenir avec la comparaison. Et en fait, pour moi, la comparaison, au final, c'est une compétition. Et la vie, c'est une compétition. Et la vie, c'est une comparaison. Quand tu as progressé, tu te compares à toi avant. Exactement. In fine, c'est ça. Donc voilà. Je pense que... Voilà, on s'est un peu écarté, mais on s'est un peu écarté, on va revenir à la bigorexie. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que la fourchette est assez basse et laissez pas place à la médiocrité, quoi. Enfin, faut rester quand même... avoir des envies, des objectifs qui sont peut-être pas atteignables, qui sont hauts, pour garder cette envie de faire du sport, faire attention à sa santé, enfin voilà, quoi. Ce qui est difficile, c'est que souvent ton entourage, il vise bien plus bas que toi et du coup, toi, tu te trouves un peu tu te dis, peut-être qu'en fait, je vise trop. Non. Ouais. Non, donne-toi les moyens d'aller là où tu veux aller et tu y arriveras. Et puis pense à toi aussi, il faut être un petit peu égoïste. Hein. Je pense aussi. Dans la bigorexie, du coup, on a aussi là ce point-là qui est mis en avant dans la définition, c'est que si tu fais pas d'activité physique, tu ressens un manque. En gros, tu deviens irritable, tu es nerveux, tu as de l'anxiété, et puis après, ça peut aller jusqu'à perturber ton sommeil, tout ça. Donc ça peut être quelque part un vrai comportement d'addiction. Après, le fait que tu sois irritable, je pense que prive n'importe qui de quelque chose qu'il aime faire, tu seras irrité. Oui. Dans tous les cas. Ouais. Donc, et ça impactera ton comportement. Exactement, ça impactera ton comportement. Donc voilà, c'est juste, je pense qu'il faut quand même bien nuancer cette définition, tu vois. Oui, puis il y a des points qui sont compréhensibles, ou si tu pousses un petit peu dessus, en gros qu'il y a des aspects comportementaux. Si tu pousses dessus, oui, c'est sûr qu'il y a des aspects comportementaux et que là, ça peut être vraiment une alerte. Mais de là à dire qu'on te prive du sport, t'es irrité, ouais, comme tu as dit, en fait, c'est surtout. Si demain, on me prive de voir mes potes, je vais pas être content non plus, quoi. Ouais, moi, quand j'étais petit et que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, quand mes parents me privaient de jouer, j'étais irrité, ouais. C'est surtout ce qu'on aime, c'est quelque chose qui tu prends du plaisir. Si on te le prive, automatiquement, c'est compliqué. Donc, ouais, là, sur ce point-là, moi, je suis vraiment pas d'accord. Je vois pas le rapport avec forcément le sport en lui-même, en fait. Ça touche tous les domaines. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a le côté distorsion de l'image corporelle, où du coup, selon la définition de la bigorexie, les gens qui font du sport, de l'activité physique, en gros, ils sont en quête d'un corps pour combler un vide. Et moi, la première question que je me suis posée, c'est « et alors ?» Et alors, ouais. Tout le monde a le droit de combler ses vides comme il l'entend, tu vois. Ouais, et chacun ses objectifs aussi. Rechercher l'exploit, la performance à son niveau, contrôler son corps, avec développer sa force, son physique, voilà. On sait que ça, et ça il y a un paquet d'études de psychologie là-dessus, que ça permet de renforcer tout ce qui est lié au soi, en fait, l'estime de soi, la confiance en soi, la perception de soi, toutes ces notions-là. Donc, je ne vois pas où est le problème. Ouais. Je vois pas où est le problème. Alors, si après, ton physique tourne à l'obsession et que tu rentres dans des conduites extrêmes, par exemple, tu veux avoir un physique et puis tu te mets à prendre des stéroïdes, tout ça, là, peut-être qu'en effet, tu as une conduite qui est... Dopante. Déjà, c'est une conduite dopante. Mais peut-être que tu t'orientes en effet vers une pratique liée à une addiction, tu vois.
Mais si tu fais attention à ton sommeil, à ton alimentation, en fait, que tu mets les chances de ton côté, je vois pas où est le problème. Ouais, et puis encore une fois, sans être forcément dans les extrêmes. Juste trouver des méthodes qui te conviennent à toi pour prendre du plaisir dans ton sport enfin, prendre du plaisir dans son sport, atteindre ses objectifs sans être dans les extrêmes. Et puis encore une fois, je pense, et c'est même sûr, que beaucoup de personnes qui vont à la salle, mais énormément de personnes qui vont en salle de sport, en salle de musculation, ils vont pour un aspect esthétique. Et même des personnes qui s'entraînent moins de 10 heures. Hein. Ouais. Des personnes qui s'entraînent moins de 10 heures. Donc, Et c'est une bonne chose. et c'est une bonne chose, certes, c'est juste prendre soin de soi. Aujourd'hui, t'es, comment dire, t'es narcissique, t'es égocentrique si t'es fier de ton corps. Ouais. Tu vois? Alors que tu as travaillé pour. Alors que tu as travaillé pour. Donc c'est vrai que ouais, ça rejoint un peu ce qu'on appelle un peu en ce moment la culture de la médiocrité. Là. Parce que tu te donnes, parce que tu mets les chances de ton côté, parce que tu fournis le travail nécessaire, au final, tu es un ovni et même pire que ça, tu es malade en fait. Ouais. Tu es malade. Tu es malade parce qu'en fait, tu sors de la norme et tu n'es pas en train de niveler ton niveau vers le bas, toi tu es en train de le niveler vers le haut. Tu essaies de devenir quelqu'un de meilleur en fait. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est grave en fait. C'est grave. Et pour moi, c'est pour ça que je disais que ça rejoint un peu ce discours nocebo. Ensuite, d'après les définitions, toujours, hein, on reste autour de cette notion qu'est la bigorexie. Soi-disant, quand tu es atteint de bigorexie, ton système de récompense du cerveau, il est complètement détraqué. Ouais. Tu peux nous parler un peu de la dopamine ou pas? Bah ouais, enfin, c'est un neurotransmetteur qui est lié au plaisir, déjà, et à la récompense. Donc, plaisir et récompense. Neurotransmetteur, ça veut dire que c'est une hormone, en fait, Ouais, une molécule en gros que ton corps il sécrète et ça te procure une sensation de plaisir, pour faire simple. En gros, dès que tu fais quelque chose qui te procure du plaisir, une sensation agréable ou qui te procure vraiment quelque chose que tu aimes, tu sécrètes de la dopamine. Et dans le monde actuel, malheureusement ou heureusement, on est face à des événements, des événements et des récompenses immédiates. Ouais. Donc en gros, on sécrète la dopamine immédiatement. On a le système de récompense qui est mis en marche tout de suite. Ouais, c'est ça. Par exemple sur les réseaux sociaux ou par exemple, on voit un mec être champion du monde. On voit la vidéo quand il est champion du monde, mais tu vois pas les 4 années qu'il a fait à travailler avant. Donc tu dis ouais, il est champion du monde, donc tout de suite sécrétion de dopamine. Enfin voilà, en fait, on voit que la face émergée de l'iceberg. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on a tout de suite une sécrétion de dopamine immédiate. Alors que dans le sport, et que ce soit 10 heures par semaine ou moins, on est tous au courant que pour atteindre des objectifs, c'est du long terme, qui est lui aussi un autre système de récompense qui, au lieu d'être immédiat, est sur du long terme. Okay, et ça se répète. Parce que les résultats sont différés, en fait, ouais. C'est tout. Tu peux pas aller une semaine à la salle et voir des résultats au niveau physique ou au niveau performance, force, santé, au niveau amplitude articulaire, capacité cardiovasculaire. Enfin, voilà, tu es obligé de prendre le temps, voir les résultats. C'est pas possible d'avoir les résultats immédiats. Donc, ça nous permet un peu de ce sport, cette activité physique, de s'extirper, de s'éloigner de ce système de récompense qui est tout le temps immédiat, tout le temps là, à l'instant T. Je vois ça, j'ai la récompense, je suis heureux, c'est immédiat. Là, il faut être patient, se dire que les résultats viendront dans quelques temps. Une fois que tu as atteint ces résultats, vu que tu as réussi à patienter, ça peut te lancer sur de nouveaux résultats. Et donc, le système, il se met en marche. Donc, juste essayer de s'éloigner de cette partie qui est vraiment immédiate pour être un maximum sur du long terme, ce qu'on n'a quasiment plus dans la vie actuelle. Ouais, au final, je pense que ce qu'on a oublié de dire, c'est que
la sécrétion de dopamine, en fait, elle va renforcer ton adhésion aux comportements qui t'ont amené à cette récompense. Oui, ça paraissait logique, mais oui. Et donc, ça veut dire que, en scrollant sur tes réseaux sociaux, à chaque fois, tu as un dopamine rush, une sécrétion de dopamine. Donc, tu as, ce plaisir, tout ça. Et donc, en fait, ton comportement, il est impacté. Et en fait, tu vas encore plus passer de temps pour avoir encore plus de dopamine. Et en fait, c'est cette fameuse relation dose-réponse. Et c'est que du coup, pour avoir la réponse de plaisir, tu vas avoir besoin d'une dose toujours plus élevée. Donc, plus tu vas scroller, plus tu vas scroller. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on n'est plus capable de s'engager dans des projets à long terme où le résultat est différé et même des fois où il y a une incertitude de résultats. De fou. Et surtout qui demande de l'effort parce que nous, on est dans le physique, donc ça peut être de la transformation, ça peut être s'entraîner pour une échéance, ça peut être s'entraîner pour sa santé. Ouais. Et comme on l'a dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la sueur et du sang un peu. Donc de l'effort. Mais à la fin, tu vas atteindre ton résultat. Tu vas aller à ton résultat. Tu vas réussir à lifter cette barre de 100 kg que tu visais 3, 6 mois, 1 an avant. Tu vas réussir à faire ce temps sur ta course. Bref. Donc, et ça va au-delà du sport. Hein. Là, c'est vrai que j'ai donné que des exemples sportifs. Mais ça peut être des projets pro. Ça peut être aussi, tous les deux, aujourd'hui, on travaille en indépendant. Et voilà, on a besoin de travailler tous les jours pour fonder nos projets sur le long terme. Mais quand on arrive au bout d'un projet, on a ce dopamine rush qui récompense en fait cet effort à long terme. Oui, voilà, et qui du coup recommence le système en fait, le système il recommence parce que quand c'est immédiat, ça prend 10 secondes, ça recommence 10 secondes et c'est fait énormément de fois. Contrairement à ce dopamine rush que tu dis que tu veux atteindre un objectif à long terme, dans un temps donné, automatiquement, une fois que tu as atteint cet objectif, tu as ta sécrétion, tu es content, tu as un sentiment de plaisir, c'est agréable d'atteindre son objectif. Et vu que tu sais que tu as réussi sur par exemple une période de 1-2 mois, en fait tu sais que tu vas te relancer pour une période de 1-2 mois. Ouais, c'est ou alors moins, ou alors plus, en fonction de tes objectifs. Mais c'est cyclique. C'est cyclique. Donc si ton cycle il est tout le temps petit, au final il sera toujours petit. Si tu varies tes cycles, tu as des sécrétions de dopamine ou des périodes de plaisir qui sont immédiates, c'est court, c'est instantané. Et que tu varies ça avec des objectifs sur du long terme, au final, tu es beaucoup plus varié. Donc au final, quand ils disent que ça détraque, ceux qui donnent la définition en tout cas. Ceux qui donnent la définition. Est-ce que ça détraque vraiment le système de dopamine ? Je dirais que non, et plutôt ça le rééquilibre. Exactement. Le sport en lui-même le rééquilibre parce qu'une personne qui serait bigorexique au bout de 10 heures de sport par semaine, ça voudrait dire que cette personne, elle s'attelle à quelque chose où elle sait qu'il va lui falloir du temps. Ouais, c'est ça. Donc en gros, elle rééquilibre son système de récompense par rapport à la vie actuelle où tout est immédiat. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment l'activité physique qui détraque notre système de récompense ou est-ce que c'est plus notre mode de vie et puis toutes les stimulations qu'on a autour, tu vois ? Ouais, voilà, les stimulations qu'on a dans notre mode de vie. Voilà, exactement. Donc, en effet, moi, je suis de cet avis-là qu'au final, le fait de t'engager dans ce projet à long terme qu'est l'activité physique, je ne suis pas sûr que ça le détraque. Je pense que c'est même plutôt l'inverse. On va à l'opposé du spectre qu'on a l'habitude d'être tout le temps. C'est ça. En fait. C'est ça. Parce que tout est spectre, tout est continuité. Donc voilà. On n'est pas non plus en train de dire que la dopamine immédiate n'est pas bien. n'est pas bien. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu arrêtes de scroller. Mais bon, tu peux... Like, partage, commente. Voilà, si tu scrolles uniquement, c'est pour ça. C'est pour mettre un 5 étoiles, pour commenter et surtout pour partager. Et puis quelque part, si tu scrollais pas, tu nous écouterais pas. mais ce qui est bien, c'est que tu peux nous écouter et en même temps avancer sur un projet à long terme. Par exemple, si tu fais ça pendant que tu es en train de lifter
des grosses barres, et ben force à toi. Ouais, force à toi. Puis même si tu fais autre chose, hein, un podcast, c'est fait pour être écouté aussi Exactement. quand on fait une autre activité. Mais vu qu'il y a la vidéo, essaye de nous regarder quand même. Au-delà de ça, il y en a qui pourraient se poser la question du surentraînement. En fait, c'est vrai que la définition de la bigorexie, au final, franchement, elle ressemble presque à celle Du surentraînement. du surentraînement. On Ouais, pourrait c'est se dire, mais au quasiment final, c'est le surentraînement. Parce que sur le surentraînement, tu as ce côté usure du corps et puis tu as tout ce côté, comportement. ce côté social. Surtout, souvent, comment dire, c'est associé à tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire. Ouais. Tu as aussi cet isolement que tu peux avoir. Ouais, social et comportemental. Cette perte de confiance en soi, d'estime de soi, etc., etc. Donc, surentraînement, c'est un peu plus que 10 heures de sport par semaine. Alors, ça dépend pour qui, encore une fois, ça dépend des capacités contraintes qu'on a évoquées dans le premier podcast sur la surcharge progressive. Mais... Et de tout ton environnement et ton hygiène de vie. Mais je pense que 10 heures, c'est peu. C'est peu. C'est peu parce que, je pense déjà que pour être en surentraînement, il faut s'éloigner réellement de ses capacités et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas du jour au lendemain tomber en surentraînement. Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut déjà avoir une certaine capacité et tester ses limites et être au-dessus de ses limites pour être en surentraînement. Donc, déjà, il faut s'entraîner peut-être 6-7 heures. Et puis, si tu n'as pas les capacités de t'entraîner 10 heures, là, à ce compte-là, tu seras peut-être en surentraînement. Mais il y aura énormément de choses qui en découleront. Et je pense que si tu es bien entouré au niveau préparateur physique, au niveau santé, toute une équipe médicale avec toi. Bon, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une équipe médicale. Mais déjà, tout le monde est suivi par un médecin généraliste, par exemple. Mais déjà, si tu es suivi par un préparateur physique ou un kiné, tout ça, voilà. déjà, ça peut... Des gens qui sont... Ils vont être alertés direct. Enfin, ouais, parce que on est quand même sensibilisé à ça. Ouais. Puis ça se voit quand même rapidement. Enfin, même toi, tu peux essayer de te mettre, faire un état des lieux, introspection, est-ce que je m'entraîne trop? Est-ce que mes performances baissent? Est-ce que j'arrive plus à bien dormir? Est-ce que j'ai des troubles du comportement alimentaire? Enfin, est-ce que je fais plus trop attention à mon nutrition et je fais un peu n'importe quoi? Est-ce que j'ai des comportements anormaux? Est-ce que j'ai du mal à m'intégrer en société? Au final, on vient de citer la définition de la bigorexie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est malheureux, fin du game. Non, mais je pense que ça n'a vraiment pas lieu d'être, quoi. La prise de conscience, de toute façon, elle est pas possible, en fait, quand tu es dedans. Ouais. Elle est pas possible. Mais c'est pour ça que te faire accompagner, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Parce que quand tu vas payer un coach, tu vas pas juste payer un coach. Le coach, il va programmer tes séances d'entraînement, mais il va aussi avoir l'œil sur d'autres choses, tu vois, sur ton comportement. Donc voilà, c'est juste un peu pour défendre aussi notre métier, tu vois. Les gens qui disent « Ah, c'est trop cher », déjà, choisis où tu mets ton argent, ouais. J'ai envie de dire. Mais au final, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas que la personne te suit et est en train de faire. Ouais. Et voilà, elle a un œil dessus. Je pense qu'il y a plus de choses que tu ne vois pas plutôt que tu vois. Ah, je pense aussi. Moi, perso, qui travaille avec des athlètes d'endurance grâce à une application, le temps que je passe derrière mon ordinateur à analyser les séances, leur faire des retours, il est peut-être plus important que le temps que je passe à les éduquer sur un sujet précis. Enfin, c'est énormément de temps passé pour être sûr de vous accompagner correctement et déceler des surentraînements, des sous-entraînements aussi, ou améliorer l'entraînement qu'on peut te donner pour que tu performes au mieux selon tes capacités. Et puis même en l'analyse, quoi. Même sur du suivi en salle, tu vois. Ouais. On voit les gens, on voit. Oui. On voit quand ça fait plusieurs séances en présentiel, qui bougent pas bien, que leur barre ne monte pas, voire qui régresse. Ah oui. Tu te dis qu'il y a un truc. Et ça veut et tout de suite, ça ne veut pas forcément dire que tu t'entraînes trop. Ouais, ça peut aussi vouloir... Il y a des périodes de la vie. Hein. Ça peut aussi, déjà, et puis ça peut aussi vouloir dire que tout le contexte, on appelle ça le contexte bio-psychosocial, il y a quelque chose là-dedans qui pêche et qui fait que... Et il impacte ton entraînement. Ouais. Moi, j'ai un client personnellement qui est chef d'entreprise et qui a des semaines où je peux faire 2 fois la même séance, une semaine une
et je fais la même séance une semaine 2, Il n'aura pas les mêmes perfs. il aura pas du tout les mêmes perfs en fonction de la journée et de la semaine de travail qu'il est en train de faire. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et quand toi, tu t'entraînes tout seul, tu peux peut-être t'acharner sur ton sort en te disant « Ah, j'y arrive pas, je comprends pas, la semaine dernière, je faisais tant de charges, je courais à telle vitesse, je développais tant de watts. » Enfin, au final, non. Le biopsychosocial, c'est tout aussi important que ton entraînement. C'est ce qui peut être appelé aussi les 23 autres heures, en fait. Les 23 autres heures au-delà de ton entraînement. Donc, En dehors de la salle ou en dehors de ton activité physique. Exactement. Donc, bref, pour en revenir sur le surentraînement en lui-même, il y a des gens qui sont là pour le déceler dans le sport, dans la santé. C'est quand même difficile d'être en surentraînement, on va pas se mentir, il faut une certaine dose pour l'atteindre. Je sais pas si c'est difficile, mais en tout cas, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais moi, il y a une chose qui me frappe dans la définition, enfin, on n'a pas cité la définition du surentraînement, mais on a cité des facteurs et des causes et conséquences du surentraînement. Et c'est quasiment tout pareil que dans la bigorexie. Enfin, il y a quand même beaucoup de rapprochements. Il y a beaucoup de notions qui s'en rapprochent. C'est exactement ça. Donc voilà. Peut-être que si tu es en surentraînement, tu es bigorexique. Peut-être. Ça m'étonnerait quand même que... Vu que dans la définition, c'est une addiction, ouais. je pense pas que tu es addict au surentraînement. Mais voilà, les symptômes de cette maladie, au final, sont très similaires. En fait, moi là... Tu vois, à force de parler de la bigorexie, il y a un truc qui me vient en tête, c'est comment tu peux être addict au sport. Enfin, non, ça existe. Ça existe, certes, mais c'est une c'est une infinité de personnes. Enfin, c'est une toute petite partie. C'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Mais je pense qu'on on tombe pas dedans comme ça. C'est pas parce que... Au final, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours ou plus de 10 heures par semaine que tu es addict. Ouais. C'est pas parce que tu es... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on compare tes standards, toi qui fais du sport, régulièrement, tous les jours, ce que je viens de dire, on compare tes standards à des standards de personnes qui ne font rien. Donc forcément que pour ces gens-là, tu es addict. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et au final, deux choses, c'est qui sont les personnes qui définissent ces maladies-là, cette addiction au sport, cette bigorexie. Et deuxième chose, si c'est une addiction, eh ben, félicitations parce que tu as bien choisi ton addiction. Ouais, fou. Sauf si, et voilà, il faut quand même nuancer. Ça dégrade ta santé. Voilà, exactement. Sauf si ça a des effets délétères sur ta santé, parce que c'est ça la définition de l'addiction. Ouais. Et je pense que même là, si ça a des effets délétères sur ta santé, même là, il y a une nuance, parce que si tu prends les sportifs pros, les sportifs de haut niveau, on l'a dit au début, mais quand tu es un athlète, tu fais le choix de sacrifier une partie de ta santé pour ta performance. Et quand tu es pro, c'est normal parce que ta vie et même ta survie en dépend. Si demain t'as pas de résultat. Si demain tu performes plus, tu n'as pas de résultat, eh ben, tu n'es plus payé, les sponsors te lâchent et tu es à la rue. Et c'est encore plus vrai, je trouve, dans le système sportif français. Parce que tu as beau gagner une médaille déjà au JO ou une médaille à une compétition internationale, tu es toujours amateur. Voilà. Alors que dans d'autres pays, le système sportif n'est pas comme ça. Et puis surtout, le moment où tu ne peux plus être pro, tu te retrouves sans rien. Ouais. Alors, heureusement que de plus en plus, la formation devient possible pour ces gens-là, pour ces sportifs de haut niveau. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai fait mes études à l'université Savoie-Mont-Blanc et pendant que j'étais là-bas, il y avait Christophe Lemaître, sprinter français. Sprinter, hein, c'est ça ? Sprinter français, qui était aussi dans la même université et lui, je sais qu'il faisait une école dans le commerce, je crois, tout ça. Voilà, il s'est reconverti. Et donc, du coup, il avait en gros une formation aménagée en même temps que sa carrière de sportif pro. Donc, heureusement qu'on a ça. À mon sens, on est très en retard là-dessus. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Je voulais juste en venir. Choisis ton addiction. Ouais. Choisis ton addiction. Parce qu'on en a parlé l'autre fois, mais il y a quand même plus d'effets positifs à faire de l'activité physique que fumer une clope ou
boire de l'alcool régulièrement. Ouais, mais au-delà de Et ça, voilà. même si le sport a un petit aspect délétère sur ta santé, un petit aspect délétère, j'entends par là, tu as des petites douleurs, tu as des petites gênes en bas du dos, aux épaules, aux hanches, enfin des petites gênes. Ça a un aspect délétère sur ta santé, certes, ok, mais c'est pas grave au point où tu peux plus rien y faire. En fait, on revient au podcast sur la blessure, mais tu te fais suivre par un professionnel du sport, de la santé et de Comme la nous. réhab, comme nous, mais tu te fais suivre par quelqu'un de professionnel pour soigner ses blessures, et au final, le sport, l'activité physique en lui-même redevient quelque chose de bénéfique. C'est juste qu'encore une fois, tu n'as pas respecté la surcharge progressive, Ou d'autres pas choses, respecté... ou d'autres facteurs. Mais tu n'as pas respecté certains points clés, tu as mis trop de contraintes par rapport à tes capacités. Enfin, Et auquel cas, on l'adapte. auquel cas, tu l'adaptes, voilà, c'est ça, mais dans le sens où je trouve que c'est dérangeant de dire quand même que l'addiction, c'est à partir du moment où c'est délétère, certes, mais du coup, à partir de chaque moment où une personne dans le sport se blesse, est-ce qu'elle est vraiment addicte ? Je pense pas. C'est juste tu fais des erreurs, c'est comme partout. Tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. Chaque sportif dans sa vie et sa carrière de sportif, carrière d'athlète, aura des blessures, des gênes, des douleurs. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le sport, ça blesse, mais l'inactivité, ça blesse aussi. Beaucoup plus, Et ça blesse beaucoup plus. Et ça blesse peut-être même encore plus. Et encore une fois, on en revient au podcast de la dernière fois. On a parlé de la sédentarité, de l'inactivité. Le piège, c'est que c'est des blessures. Tu sais, c'est même pas des blessures traumatisantes, mais c'est pas non plus des blessures d'usure. Mais c'est des choses qui s'installent sur le long terme. Et à un moment, ça va te rattraper. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, je pense que là, on a bien tourné autour de la bigorexie. Voilà. Je pense que vous avez un peu notre avis. En tout cas, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la bigorexie. Non, tu n'es pas malade. Ouais, Voilà. non, tu n'es pas malade, c'est sûr. Et puis, je pense aussi qu'il faut être bien entouré parce que pas forcément regarder ce qu'on trouve sur Internet et tout, être bien entouré, en parler autour de nous, avec des coachs, avec des kinés, avec des ostéos, avec des personnes du corps médical. Qui sont sensibilisés à ça, ouais. Ouais, et qui en fait auront les pistes pour t'aiguiller toi sur certains aspects de ta pratique sportive et qui pourront aussi éloigner les pistes un peu extrêmes comme la bigorexie. Et je rajouterais aussi que si tu te fais suivre par un coach, je pense que déjà au travers de ces quatre podcasts, on est préparateur physique, mais on aborde quand même beaucoup de sujets et on se rend compte à quel point la préparation physique, du coup, c'est vaste et large. Il n'y a pas qu'une seule dimension. Et dans la préparation physique, on appelle ça de la préparation mentale, mais tu vois, il y a la dimension mentale aussi. Et on n'est pas expert là-dedans, mais par contre, on y est sensibilisé, on a quand même des notions. Et voilà, il y a un moment où il faudra aller voir des gens qui ont une profession qui est dédiée quelque part à tes besoins, à tes problèmes. Ouais, parce qu'au final, une maladie, c'est quand même lié énormément à la psychologie. Si c'est une addiction, c'est énormément psychologique. Voilà, il y a une côté psychologique, mais peut-être que tu vas avoir besoin de voir un préparateur mental, ou alors un psychologue ou un psychiatre. Voilà, c'est juste là où on voulait en venir. On n'est pas en train de cracher sur le corps médical, absolument pas, justement. On remet juste un peu en question cette définition de la bigorexie, surtout qui définit ces termes. Et puis le mot de la fin, c'est ça, c'est non, tu n'es pas malade. Non, tu n'es pas malade. Voilà. Non, mais c'est vrai. On peut te suivre où pour discuter avec toi de bigorexie? Non, mais honnêtement, là, à chaque fois, on vous donne nos réseaux sociaux et tout, mais c'est fait aussi pour échanger. Pour échanger sur différents sujets, que ce soit sur les réseaux sociaux, par message, vraiment en discussion pure et dure, ou en fonction des personnes qui nous écoutent, si on a la chance plus tard de se rencontrer dans la vie, sur un séminaire, sur une formation, bref. Absolument. Se rencontrer en réel, avoir de belles discussions autour de différents projets, c'est pour ça aussi que c'est important de nous suivre et de savoir où nous trouver. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Ouais, pour partager, apprendre et juste divulguer la bonne information, si je puis dire. C'est ça, exactement. Donc moi, on me retrouve sur Instagram, @natjacques, plus jamais faible. Et puis sur ce podcast. Hein. Ok, et juste... Et toi Ouais, moi, non mais juste pour toi... Toi, concrètement, ton domaine de compétences cible, enfin là où tu es le meilleur,
parce que la préparation physique, comme tu l'as dit juste avant, c'est très 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 large. C'est quoi ton domaine de compétence? Là où tu es le plus compétent et les athlètes que tu peux au mieux répondre à leurs besoins? Alors, c'est les athlètes ou les personnes. Oui, moi j'appelle athlète toute personne qui fait du sport. Alors, de toute façon. Moi, mon domaine de compétence, donc c'est la préparation physique avec le développement athlétique. Et tu n'as pas besoin d'être athlète pour augmenter ton potentiel athlétique. Et puis surtout, tout ce qui va être intervention sur des douleurs articulaires ou même sur des blessures. Donc, pour améliorer les douleurs, donc c'est tout le travail articulaire qu'on peut faire. Okay. Et toi donc? Ben moi, on peut me retrouver pareil sur Insta et sur le podcast. Avec Nat, bon, pas mal de collaborations avec Nathan, donc c'est pas anodin si vous me croisez sur ses contenus et si vous le croisez sur mes contenus. Sur Insta, Train to, c'est un 2, c'est pas T-O et Summit, comme sommet en anglais, Train to Summit. Sinon, tu tapes Gianni Colli, préparateur physique, tu trouveras forcément mon compte Insta. Et je pratique voilà, principalement avec des sportifs d'endurance. Et en fait, j'ai essayé d'amener des principes de préparation physique qui sont trop peu utilisés en sport d'endurance. Donc voilà, tout ce qui est travail articulaire, parce que malheureusement, les sports d'endurance, c'est répétitif dans une amplitude assez faible en général. Donc c'est intéressant de travailler l'articulaire pour donner de la variabilité de mouvement. Je fais aussi du coup de la préparation spécifique à ton sport d'endurance, préparation physique spécifique. Si on peut appeler ça spécifique, parce que la préparation physique, ce que j'aime bien faire, c'est m'éloigner. On en fera un podcast. Ouais, on en fera un podcast, mais c'est s'éloigner un petit peu de la spécificité de l'activité. Et au final, j'accompagne aussi des athlètes blessés, de la blessure jusqu'au retour au sport et à la performance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça tourne autour du sport outdoor, trail, running, cyclisme, ski de fond l'hiver, ski de rando, enfin voilà. Tout ce qui a trait autour de la performance en sport outdoor. Et ce n'est pas que de la programmation. Il y a plein d'outils à disposition qu'on peut utiliser. Donc voilà. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois. Partagez. Ouais, partagez. Commentez. Oui, et mettez un petit 5 étoiles là. 5 étoiles, ouais, sa référence, ça fait plaisir. Exactement. Et n'hésitez vraiment pas à venir nous en parler des points qu'on peut améliorer sur le podcast. Si vous avez des idées de lieux où on peut tourner, on est de fous preneurs, vraiment. Ou de sujets, des questions que vous avez. De sujets, voilà. On essaiera d'y répondre avec c'est le but en fait, connaissances. de partager C'est ça. avec toutes les personnes qui veulent apprendre et en savoir plus sur c'est de suivre le processus. Voilà, la préparation physique et le sport en général. Donc voilà, merci à vous d'écouter. Et ciao.